Belle feinte contre Ward. Puis semaine. Diffus. Feinte, tire. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe à la plaisir. Ainsi ça, encore une fois. Il va de la même feinte et cette fois-ci réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien, élevé! Tire! Quel arrêt! d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Jonathan Joannette des Pétroliers de Laval. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. Yes. Donc, on a eu 4 parties la dernière fin de semaine. Fin de semaine, dans le fond, on peut dire fin de semaine, mais c'était un jeudi et vendredi, donc il y a eu des parties. Ouais, pas une fin de semaine, mais une fin de semaine. Ouais, fin de semaine. Ouais, un jeudi, vendredi, ouais. Donc, non, c'était du bon hockey. Tedford a gagné ses 2 games. Le classement s'est resserré un petit peu, fait que c'est le fun. Ça rend encore les matchs plus importants parce que on revient un peu à comme l'année passée que t'en perds une, t'en perds 2, t'en gagnes 2 dans ta fin de semaine. Tu peux passer de la dernière place à la 2e place pratiquement. Fait que ça va rendre les choses intéressantes pendant qu'on se transporte tranquillement vers le temps des fêtes. Donc, c'est le fun que ça reste aussi serré. Puis, est-ce qu'on a peut-être vu le grand réveil de l'assurancière? Tu l'as mentionné. Ouais, je pense qu'on était contents du côté de Bobby Barry. Ouais, on va en parler un petit peu plus peut-être plus tard, mais ouais, 14 buts en 2 matchs, 2 victoires. On vient de justement, là, on était dernier, on est encore dernier, mais là, on est à 2 points là, de la 3e place. Donc, ça vient de changer. Ça vient de changer la donne, disons. Les 2 victoires là, dans la fin de semaine. Puis surtout, ça fait que le problème avec l'assurance, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui devaient comme commencer à se mettre en marche. Puis c'est ça qui arrive. Ils se sont quasiment tout un peu mis en marche en même temps. Donc, ça a donné les résultats que ça a donné. Ça va être à suivre. L'assurancier qui joue encore 2 matchs en fin de semaine. Donc, ça va être un bon test à savoir si c'était passager ou la machine est bel et bien repartie. On va en parler un petit peu plus tard là, en fin d'émission. On pourrait peut-être dire quelques salutations. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir les boys, bonne soirée à vous. Et un grand merci. Stéphane Bailey qui dit salut messieurs. Julie Miville qui dit coucou les boys. Céline Labonté et Gilbert Gauthier qui disent salut les boys. Donc, on pourrait peut-être parler, là, Dave, là, on a atteint des plateaux là, lors de la dernière semaine. Oui, il y a plusieurs plateaux qui ont été atteints, c'est le fun. Donc, commencer, là, Maxime Lecault qui a marqué son 100e but dans la Ligue nord-américaine. Donc, 100 buts, ça paraît pas, mais dans la Ligue nord-américaine, à 36 matchs par année, c'est quand même un plateau assez impressionnant. Dans le fond, les meilleurs marqueurs c'est rare qu'il y ait des marqueurs qui atteignent le 20 buts et plus là, dans la Ligue. Donc, pour se rendre à 100, ça veut dire que ça prend de la constance et de la longévité. Donc, Maxime Lecault qui atteint ce beau plateau-là. Sinon, Mathieu Gartin également, son 200e match. Lui aussi, là, s'est rendu seulement, ça paraît pas, mais il a seulement 31 ans. Il a commencé très jeune là, dans la Ligue américaine avec Trois-Rivières à l'époque, mais le 200 matchs, donc un autre beau plateau d'atteint. Puis Christophe Lausier qui est probablement là, le prototype là, de joueur parfait pour la Ligue qui atteint là, son 200e point. C'est aussi 200 points, c'est pas rien dans la Ligue américaine. Donc, a connu une bonne fin de semaine également. Là, un but, une passe vendredi là, donc pour atteindre ce plateau-là. Donc, on félicite tous ces joueurs-là, puis on espère les voir atteindre d'autres plateaux dans le futur dans la Ligue. Donc, félicitations à tous ces joueurs-là. Puis il y a d'autres plateaux, disons, également, je ne sais pas si on peut appeler ça un plateau, là, mais je voulais souligner aussi à 51 ans, Donald Brashear qui a marqué son premier but de la saison. C'est quand même 30 ans jour pour jour après son premier but dans la Ligue nationale. Je pense que c'est quand même un plateau, c'est pas un plateau, mais quand même à souligner parce que des joueurs de 50 ans et plus qui ont marqué des buts dans des ligues professionnelles
Il y en a pas. Il ne doit pas en avoir eu beaucoup. Là, on peut penser à Jaromir Jagr, peut-être Gordie Howe, mais à part ces deux-là, il n'y en a pas d'autres vraiment qui me viennent en tête. Donc, félicitations à Donald Brashear. Puis... Nouvelle de dernière minute, Dave. Je ne sais ouais. pas si tu as vu dans les commentaires, mais les pétroliers de Laval qui nous ont écrit les pétroliers mettent sous contrat Garrett Clark. Garrett Clark. Oh, bon, ben c'est une bonne nouvelle. Ben, les pétroliers qui rajoutent de la profondeur en défensive. Garrett Clark, on sait déjà un petit peu son Il y a un article qui est paru sur les réseaux sociaux des pétroliers. Si vous voulez aller voir, je vous invite. Donc, qui se titre « Les pétroliers ajoutent de la robustesse à la défensive ». Ouais, ben Garrett Clark, c'est pas un joueur méconnu là, de la Ligue nord-américaine. Là. C'est quand même un joueur qui a joué avec Jonquière et Rivière-du-Loup là, par le passé. Donc, un joueur qui a roulé sa bosse, là, a fait un petit peu le tour des États-Unis puis le tour de l'Europe dans sa carrière. Ben, en fait, il est surtout resté en Roumanie. Mais ouais, c'est un joueur là, qui quand même me patine bien, capable avait quand même fait 11 points là, quand il avait joué la saison 2019-2020 avec les Marquis. Donc, il est capable là, d'amener une petite touche aussi à l'attaque, mais c'est aussi un joueur là, qui, quand on regarde son parcours, là, quand même ramassé sa part de minutes de pénalité un peu partout où ce qui est passé. Donc, ça va être... devrait bien fitter à Laval, comme on dit. Puis j'imagine qu'il était redevenu agent libre, là, avait joué il y a 2 ans avec Rivière-du-Loup, là, ses derniers matchs dans la Ligue nord-américaine. Donc, j'imagine qu'il devait ne plus être sur aucune des listes de protection pour s'amener à Laval. Donc, puis Garrett Clark aussi, qui fait son seul but qu'il avait marqué là, en 2021-2022, c'était un but en prolongation contre les Pétroliers à Laval. Donc, a déjà connu un peu de succès à Laval. Donc, je pense qu'il va pouvoir marquer des buts pour les Pétroliers maintenant. Puis, donc, voilà, je pense que ça fait... Ben, il y a une autre nouvelle qu'on voulait parler. C'était arrivé mercredi passé, mais les Pétroliers aussi qui avaient mis sous contrat Nico Blackman. C'est les Pétroliers qui précisent que Garrett Clark aussi a signé son contrat en personne. Les Pétroliers avaient signé Nico Blackman la semaine dernière et il a joué les 2 matchs en fin de semaine. Donc, voilà, mais Blatchman, excusez-moi de prononcer son nom comme il faut, mais Blatchman qui, dans le fond, lui aussi, c'est un joueur intense. Là. On l'a vu déjà 2 combats en 2 matchs, mais il a aussi marqué un but, donc c'est pas un joueur qui est juste là pour faire ça. Là. C'est un joueur qui va plus être style agitateur qu'un joueur qui est là juste pour la robustesse. Là. Donc, il va pouvoir jouer sa présence régulière, puis faire des points, un petit peu de points, mais aussi déranger l'adversaire. C'est un peu la même chose du côté de Garrett Clark, mais à la défensive. Donc, je pense que du côté des Pétroliers, c'est les fans qui risquent d'être contents de ces deux ajouts-là là, dans les 2 dernières semaines. Ça risque de faire plaisir aux fans. On pourra en parler même à Jonathan Joannette. Ben, il a eu la chance de jouer avec Blatchman la semaine dernière, puis là, Garrett Clark semaine, donc on pourrait lui demander son opinion. Mais donc, des bonnes nouvelles du côté de Laval. Là, on bâtit l'équipe tranquillement. Puis ça va faire du bien aussi parce que de rajouter Blatchman puis de rajouter Garrett Clark, on l'a vu avec les blessures, la profondeur s'en est de plus en plus mince à Laval. Donc, ça va faire du bien aussi d'avoir d'autres joueurs là, disponibles pour jouer, pas s'amasser avec des alignements incomplets sur la route ou d'être obligé là, plusieurs blessés là, dans les dernières semaines du côté des Pétroliers. Je pense qu'on a joué des matchs, comme tu l'as dit, avec des joueurs en moins. Là. Exact. Donc, c'est bon. Bonne nouvelle. C'est le fun. C'est arrivé un peu pendant le podcast. Donc, toujours le fun quand ça arrive. Sinon, on va faire le tour là, rapidement des autres nouvelles. Ben, il y a les 3 étoiles. Donc, on l'a dit, l'Assurancier a connu une très grosse fin de semaine. Donc, 2 étoiles sur 3. Maxime Lecourt et Alexandre Goulet qui ont été les étoiles 3 et 2. Donc, Lecourt, une belle soirée de 5 points jeudi dernier à Laval. Goulet qui a marqué dans les 2 buts en fin de semaine de son équipe également. Puis Alexandre Kennel qui a marqué les 2 buts dans la victoire de Sorel-Tracy 2-1. Je donnerais aussi peut-être une 4e étoile à Philippe Desrosiers là, qui a vraiment volé le match jeudi dernier à Sorel. Était vraiment époustouflant dans la victoire des Éperviers.
Donc, voilà pour les étoiles de la semaine. Puis, ensuite de ça, je pense qu'il y avait une dernière petite nouvelle un petit peu plus... Oui, une nouvelle un petit peu plus triste. C'est hier, dans le fond, à 16h, on a appris le décès de Mario Hudon. Donc, Mario Hudon qui a été diagnostiqué là, il y a 3 ans de la LSA, la maladie de Lou Gehrig. Et puis, donc, est décédé là, mardi. A été là, à l'époque descripteur du Radio X de Québec. Donc, ça fait plusieurs années. J'ai essayé de rassembler quelques informations demandées à gauche et à droite parce que ça fait quand même quelques années. Mais on a Denis Boisvert, là, qui est statisticien là, de la Ligue nord-américaine, qui nous a dit que M. Hudon était un fervent défenseur de la Ligue, a été le premier à diffuser le repêchage en direct à la radio, celui de 2006 à Trois-Rivières. M. Hudon avait également son émission là, quotidienne à Radio X et avait une émission là, également avec Yannick Lévesque de RDS qui a été également là, attaché aux missions de Sorel Tracy à l'époque. Il y avait une émission de CJSO à Sorel Yannick Lévesque était à Sorel et M. Hudon là, à Québec. Les deux faisaient comme l'émission ensemble et qui était diffusée sur les deux radios en même temps. Et on avait une émission d'1 heure là, qui parlait de la Ligue. Il y avait, je pense, aussi des lignes ouvertes là, que le monde pouvait appeler. Donc, je ne sais pas si ça vous rappelle quelques souvenirs pour les plus vieux d'entre vous. Ouais, mais ça. Puis, M. Hudon, je crois que aux alentours de 2008, j'ai vu aussi qu'il y avait des projets là, de faire des parties là, de la Ligue nord-américaine en ligne là, sur Internet. Donc, c'était un grand amateur là, de hockey senior. Oui, donc toutes nos pensées vont avec sa famille. Donc voilà, alors, on pense à lui. Petite question dans le chat, là, rapidement, il arrive quoi avec Paquette de Stéphane Bailey? Les pétroliers en ont mentionné là, dans l'article là, pour Garrett Clark qu'il s'approchait d'un retour au jeu. Donc, c'est une petite blessure là, qui traîne depuis le début de la saison, qui est sur le point d'être réglée. Même chose pour Raphaël Bussière aussi, qui est mentionné dans l'article. Donc, ça devrait... Dans les prochaines semaines, j'imagine, on devrait le revoir. Je pense que les fans des pétroliers aussi doivent avoir hâte de revoir le capitaine. Voilà pour faire le point là-dessus. Il y avait un dernier petit point aussi, je l'ai mentionné, au niveau des suspensions. Donald Brashear qui il a marqué son premier but, mais a aussi eu une pénalité d'agresseur en fin de match. Il y avait eu là, 2 matchs automatiques pour une pénalité d'agresseur. On est rendu mardi soir, puis il n'y a pas d'autre match qui a été rajouté sur le site de la Ligue, donc j'imagine que ça devrait s'en tenir à 2 matchs. Là. Je ne veux pas me tromper non plus, là, mais habituellement, rendu à ce stade-ci, s'il y a une révision puis on augmente les matchs, c'est annoncé. Puis sinon, il y a la trolley de suspension qu'il y avait eu là, depuis le début de la saison, sont pratiquement toutes terminées dans le sens où Hubert Poulain, Dave Hamel, Simon Desmarais et Olivier Mathieu terminent leur suspension ce vendredi soir et pourront être éligibles à des retours au jeu dès samedi pour Poulain et Hamel et la semaine suivante là, pour Mathieu et Desmarais. Donc, faire un petit point là-dessus. Parfait. Puis, Danny Charette revisait qui dit que c'est la fête à sa blonde Marjorie Tournelle qui nous écoute également là, demain. Donc, bonne fête, Marjorie. Yes, bonne fête. Donc, sans plus attendre, on y va avec notre invité, Jonathan Joannette. Yes. Salut les boys. C'est Jonathan. Salut Jonathan, ça va? Ça va bien, vous autres? Oui. Merci là, de te prêter au jeu et de venir sur le podcast. À brûle pour point. Je voudrais dire, juste pour commencer, que tu m'as un peu, pendant qu'on faisait notre intro, là, on voyait que tu étais comme en backstage avec ta blonde qui arrachait ton style, la caméra. C'est elle la me déconcentrer un peu. En tout cas, elle a fait une bonne job. Elle a fait une bonne job.
Ouais, sinon, à brûle pour point, là, les pétroliers qui annoncent une signature là, en même temps qu'on commence le podcast, le défenseur Garrett Clark. Tes impressions là, de cet ajout-là, là, qui est un joueur là, qui est quand même de l'expérience là, que vous allez pouvoir ajouter à la ligne bleue? Bon, écoute, c'est sûr, c'est de la profondeur en plus. Puis écoute, yo, je t'écoute. Écoute, c'est sûr, c'est de la profondeur en plus. Écoute, mettons, notre top 6 en ce moment, il est très bon. Fait que je sais pas, ça va être une bataille à l'interne. Fait que c'est sûr, c'est bon dans l'équipe. Là. On a parlé aussi qu'il y avait plusieurs blessés depuis le début de la saison avec les pétroliers. Mais en tout cas, si on regarde la colonne des pointeurs de l'équipe, ça va bien là, par les temps qui courent pour toi. Ben, écoute, c'est le fun. C'est le fun d'être à la fin de match. Écoute, quand tu joues un peu plus, c'est normal que quand tu joues bien, ça rapporte un peu. Fait que je suis vraiment content de ça. On va pouvoir en parler un peu plus. Là. On va faire le tour un petit peu de ta carrière, ton parcours hockey, mais ouais, on pourra en parler là, quand même. Soirée de 4 points vendredi soir dernier à Jonquière dans une grosse victoire sur la route. Juste avant là, qu'on retourne sur ta carrière, je voulais savoir, justement, là, dans les dernières semaines, tu as vraiment éclos, là, si on veut. Je pense que je pense que tu as 14 points depuis le début de la saison. C'est 14 points en 12 matchs, mais tu n'avais aucun point à tes 3 premiers matchs. Donc, c'est 14 points à tes 9 derniers matchs. Là, si on enlève les 3 premiers. Qu'est-ce qu'ils pensent que, outre le fait que oui, tu as plus de temps de glace à cause des blessés, mais qu'est-ce que tu penses qui fait que justement, tu éclos comme ça ou que je sais pas, tu as beaucoup de succès en ce moment? Ben, c'est sûr que je me suis adapté aussi à la Ligue en tant que tel. Je suis arrivé en milieu de l'année dernière. Fait que, l'année passée, je jouais pas tant non plus. Je suis arrivé juste, mettons, un petit gars d'énergie, puis c'est puis ça. Puis là, cette année, ben, j'ai l'opportunité de jouer un peu plus. Fait que je pense que c'est plus le fait de travailler, continuer à travailler, puis quand j'ai l'opportunité, j'y prends, quoi. Puis de voir en plus que l'équipe premier au classement en ce moment. Écoute, ça, c'est sûr que l'année passée, quand je suis arrivé et tout, on était premier. Fait que c'est pas vraiment un changement, mettons, à Laval. Là. Laval, c'est vraiment qu'on gagne. Puis... Dis de même, ça fait drôle quand même. C'est pas un changement. Premier à passer, premier cette année. Vous savez quand même qu'à Laval, il faut qu'on gagne, sinon ça marche pas. C'est bon. On va en parler un petit peu plus tard, justement, peut-être. De qu'est-ce que c'est de jouer au Walls of Pain devant les partisans qui veulent les victoires, qui veulent que leurs pétroliers jouent des bons matchs. On va parler un peu de ta carrière. Tu as joué Junior 3. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de ta carrière junior? Écoute, je me suis présenté au camp des Mustangs à 16 ans. Si je ne me trompe pas, écoute, j'avais eu un très bon camp. J'ai fait l'équipe. Puis j'ai eu ma chance de continuer, puis ça a porté fruit au bout de la ligne. Fait que j'ai fait l'équipe à 16. Parce que tu jouais à Midget 2A, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé là-dedans, j'ai commencé Midget B, après ça, j'ai monté tranquillement pas vite, puis j'ai connu une petite éclosion après ça junior, puis après ça, ben, j'ai fait une petite apparence dans la Ligue nord-américaine avec Cornwall, là. J'ai joué un grand mot, là. 12 parties. Quand même, 12 parties. Mais, ouais, ben, on va pouvoir en parler de ça, mais juste avant, là, ta carrière junior, là, comment un peu ça s'est passé? Tu as quand même t'as joué pour 3 équipes différentes là, dans la Ligue junior 3, à Vaudreuil-Dorion, à Terrebonne, puis à Valleyfield. Parle-nous, mettons, de ces 3 équipes-là, ça aurait été quoi là, ta meilleure expérience dans le junior 3? L'équipe que tu gardes les meilleurs souvenirs, disons? Ben, mes meilleurs souvenirs, c'est sûr que c'était avec Terrebonne, là, quand on s'est rendu en demi-finale contre Granby. Ça, c'est quand même des playoffs juniors, c'est quand même le fun, là, on va se dire. Fait que, puis sinon, ben, écoute, les 3 équipes que j'ai faites, je suis très reconnaissant envers eux. Là. Vaudreuil puis Valleyfield, c'est mes villes à côté. Là. J'habite à Vaudreuil, fait que j'étais à 8 minutes de l'aréna puis à 12 minutes de l'autre bord. Fait que je suis vraiment content d'avoir joué devant mes fans, mes amis et tout. Fait que... Puis parlons-en, là, comment que ça s'est passé
à la sortie du junior là, de jouer pour Cornwall. Est-ce que tu as été repêché? Est-ce que c'était une signature? Et c'est une bonne question, ça. Je ne sais même pas moi-même. Fait que je pense que... Tu t'es réveillé dans la chambre des joueurs un moment donné à Cornwall. Je me souviens même pas comment ça s'est fait en plus pour aller à Cornwall. Je te dire, ben franchement. Genre, quelqu'un qui t'appelle, ouais, c'est ça, vendredi, on joue une game, ça te tente-tu de venir? Là, t'arrives, là, tu te rends compte que t'es rendu avec Cornwall à être professionnel. Ah, ben, c'est cool. Mais quand même, je pense que Vaudreuil-Cornwall, c'est pas si loin que ça. Non, c'était à 1 heure à peu près. Oui, c'est ça. Puis si tu avais peut-être à décrire ton expérience là-bas. Mon expérience de jouer peut-être 3 minutes sur 13 matchs. Mais est-ce que tu avais parlé? Parce que, tu sais, quand on regarde, tu étais quand même un joueur d'énergie. Tu déplaçais de l'air dans le Junior 3. Est-ce que c'était un peu dans cette optique-là qu'il voulait t'amener là-bas? Parce qu'on sait dans le temps, quand même, là, 8 ans, tu sais, la Ligue, c'était encore, mettons, un petit peu plus robuste que ce l'était maintenant. Est-ce que c'était un peu plus de ce style-là qu'il voulait que tu joues? Ou c'était vraiment juste qu'il avait besoin de remplir un chandail? Je ne sais pas. Mais c'est ce que tu te rappelles un peu de ça. Je sais que tu es arrivé aussi, c'était la dernière année de Cornwall. Là, c'était pas facile non plus là, pour l'organisation cette année-là. Mais... Non, c'est ça. Ben écoute, je pense qu'il m'en avait même pas parlé pour être bien franc que tout. Là. Je suis arrivé là, puis je remplissais un chandail, puis quand il y avait un blessé, ben, monte là, monte ci, monte là, puis débrouille-toi là. J'étais une recrue, je sortais de là, j'avais 20 ans, là, 21 ans. Puis, débrouille-toi, là, c'était pas mal ça. Il y a un coéquipier là, qui nous a écrit un petit message ici. Danick Paquette aimerait qu'on parle de ta moustache. Je ne sais pas si tu peux nous en parler. Est-ce que tu l'as, ça fait longtemps? Je l'ai depuis le 1er novembre. Je fais ça pour une bonne chose parce que mon père a le cancer, puis justement, je pense OK. pour ça. Ah ben, c'est bien ça. Dan, pour répondre à ta question, c'est pour ça que je la garde. Ah, bon. Quand même. Quand même. C'est bien ça. Pour une bonne cause, je pense. J'espère que Dan va t'encourager si tu fais une levée de fonds ou pour l'avoir brought up. C'est fun que les pétroliers fassent ça. Ouais. Bon courage. Ouais. Merci. Puis, je veux savoir, justement, là, la raison un peu pourquoi tu es allé, tu sais, que tu sors du Junior 3A, est-ce que tu es un peu allé à Cornwall parce qu'il n'y avait pas tant d'opportunités? Parce que l'année d'après, tu as quand même pu réussir à aller jouer en France. Donc, j'ai commencé la saison à Cornwall, puis je pense que c'est dans la même année. Dans la même année, Jonathan Castonguay, justement, m'avait appelé, m'a demandé si ça me tentait de venir en Europe, justement. Fait que j'ai dit, pourquoi pas, tu sais. Je jouais pas tant à Cornwall, puis je me suis dit, écoute, tant qu'à rien faire, puis je veux juste partir, puis j'ai tenté l'expérience. Puis c'est là que j'ai rencontré ma blonde, fait que j'ai décidé de rester là-bas par après. Au début, je m'en allais pour une saison, puis tout, fait que j'en ai resté 5-6, là, fait que... Ouais, ben en tout cas, dans Elite Prospect, c'est écrit 6 ans en France, quand même. Ouais, puis tu as commencé là, France 3 à Chambéry. Je pense que vous avez réussi à monter de ligue aussi ta deuxième année là-bas. C'était comment? Parce que c'est quelque chose... en fond, pour ceux peut-être qui ne connaisseraient pas, c'est comme si la dernière équipe, mettons les deux premières équipes au classement du Senior 3 s'affrontaient à la fin de la saison pour monter dans la Ligue nord-américaine, puis que les deux dernières dans la Ligue nord-américaine s'affrontent pour ne pas descendre dans le Senior 3. Là. C'est un peu comme ça que ça fonctionne là-bas. Là. Raconte-nous donc un peu ce processus-là, puis comment c'était le fun justement d'accomplir ça. Ben écoute, déjà, ma première année, on était quand même une belle gang de Québécois. Là, fait que, la première année, on n'a pas gagné. C'est ma deuxième année qu'on a gagné. Puis justement, après ça, quand tu tombes, me semble, cette année-là, parce que ça change quand même souvent, là, mais cette année-là, mettons, quand tu arrives premier, deuxième, c'est eux autres qui montent de division.
Puis après ça, ben là, tu tombes, mettons, en Division 1. Puis que nous, c'est ce qu'on a fait. On est tombé en Division 1. Puis après ça, cette année-là, c'était vraiment pas facile parce qu'on a quand même gardé le même noyau qu'en D2. Je pense qu'on n'avait pas gagné une game en genre 13 games. Puis c'est là qu'après ça, Sylvain Coderre m'avait appelé pour changer d'équipe. J'étais allé à Brest. C'est là qu'après ça que j'ai commencé à changer d'équipe et tout. Après ça, ça a super bien. J'ai eu une explosion quand même à Brest aussi. Fait que j'ai fini premier pointeur de la Ligue là-bas. Fait que c'est pas mal ça. Guillaume McSween parle de Mont-Blanc. Ça a été un in puis un out. Ouais, il était là avec moi. Il était là longtemps. Non. T'as-tu le temps de visiter un petit peu Mont-Blanc? Ça doit être beau pareil. Ouais, la ville, c'est super beau et tout, mais au début de la saison, il n'y a pas de neige, t'as rien, fait que t'as pas grand-chose. Puis ensuite de ça, t'as aussi joué à Tours. Ça, Tours, est-ce que c'est le nom de la ville ou c'est le ville, ouais. Ouais, c'est le nom de la ville, ouais. C'est dans quel coin, ça? Ça, c'est une très bonne question. Ça doit être... c'est montagneux. À ma blonde, ça. Mais, c'est montagneux, c'est-tu... c'est pas loin d'Angers. Je sais que c'est pas loin d'Angers. OK, ça serait plus proche de la Belgique, là? Ouais. Je pense que ben, moi, je vais te poser la question, justement, si tu t'es fait une blonde en France, j'imagine qu'elle a été un bon guide, puis t'a aidé à peut-être te promener, à te montrer un peu la France? Exactement. On s'est promené un peu, surtout en Europe, là, pas juste en France aussi. Là. Vu que c'est Harry en plus. Là, OK. Mais ça, c'est toujours la même. ouais, c'est toujours la même. Non, écoute, c'est une bonne partner. Elle m'a montré beaucoup de places en Europe, puis je te reconnaissant d'avoir ça. Est-ce que tu peux développer peut-être des places que tu es allé voir, que tu t'es promené? Tu as été en France, mais tu dis que tu as été ailleurs. Y avait-tu des projets que vous avez? J'étais allé un peu en Suisse. J'étais allé à Palma de Mallorca en Espagne. J'ai fait une couple de places. Là. Parce que là, j'ai une petite photo ici là, qui est que tu es à la maison du thé. Fait que je sais pas, t'es un amateur de thé? Non, c'était juste parce que quand les joueurs du match à Brest, c'est sûr qu'il y avait des petits cadeaux, des partenaires, là, puis des fois c'était la maison du thé ou des trucs comme ça. Là. OK. C'est quoi le meilleur cadeau que tu aurais reçu? Parce qu'à Brest, avoir tes stats, tu as dû être joueur du match une couple de fois. Là. Y en a-tu un cadeau qui te vient en tête? Ben, c'est plus les bouteilles de vin, mettons. Ça, c'était des beaux cadeaux, des bouteilles de champagne, des trucs de même. Là. Pour ton info, Dave, on a une précision ici. Tour au sud-ouest de Paris, environ 1 heure et quart de train. Donc, tu vas pouvoir mettre ça dans ton prochain itinéraire. Mon atlas. Donc, ouais, c'est ça. Suite à ton passage en France pendant 6 ans, qu'est-ce qui a fait que tu es revenu au Québec? Ben, justement, des décisions avec ma copine aussi. Elle venait à chaque été quand même. Je venais voir ma famille et tout. Fait que, là, on a parlé de savoir quand est-ce que c'est quoi qu'on voudrait faire plus tard, si on voulait rester en France ou rester au Québec. Fait que on a décidé de rester au Québec. Fait que là, elle vient avoir ses papiers, ça fait même pas 2 ans. Là. Fait que c'est là on a décidé de rester vraiment au Québec pour s'établir. Puis ensuite de ça, tu as vécu l'expérience des Lions de Trois-Rivières la première année. Ça, raconte-nous un peu comment ça s'est fait, parce que j'ai lu que tu étais le seul joueur qui avait réussi à faire l'équipe qui s'était présenté au pré-camp d'entraînement. Fait que ça, est-ce que c'était une invitation? C'était-tu toi qui avait tenté ta chance, qui avait dit je veux jouer une place au pré-camp, puis je vais essayer de faire mon nom? Comment ça s'était passé, ça, comme expérience? Ben déjà, on a commencé, en fait, j'étais avec des chums au Québec pendant l'été. Puis mon chum s'appelle Maxime Lamarche, puis Bergeron, il avait texté sur Messenger le Maxime Lamarche qui jouait à Grenoble. Ouais. Puis, fait que là, mon chum, Max Lamarche, ben, il a dit, écoute, ben non, c'est pas moi, mais j'ai un joueur pour toi.
Fait que là, il Ah, l'a ok, repéré. il avait le même nom que le Maxime Lamarche qui joue au hockey. Exactement. C'est drôle, ça. Fait que là, ben, justement, avec j'ai parlé à Bergie de même, puis il m'a invité au pré-camp. Puis je suis allé au pré-camp, je me suis présenté au pré-camp, ça a super bien été. J'étais allé au camp, ça a super bien été. J'ai fait le club de même, puis après ça, ben, c'est le 2 ans. T'as quand même une situation spéciale, puis t'as probablement quelques anecdotes peut-être pendant le COVID avec tous les mouvements qu'il y a eu. Mais c'était quoi Est-ce que c'est. Je te pose une colle. Est-ce que tu faisais partie de la délégation de joueurs qui était dans un camion caché pour passer les douanes à un moment donné? Là? C'est Éric Bélanger qui avait raconté ça. Ah ouais, dans l'histoire de Dumb and Dumber, là. Ouais, ben oui, j'étais dans un des camions, j'en conduisais un même parce qu'il y avait le COVID dans ce temps-là, puis on pouvait pas revenir, là, fait que ils nous sont séparés dans des U-Haul, puis on était quoi, deux par truck, puis on revient à la maison, tu conduis. Il y avait combien de U-Haul si vous étiez 2 par U-Haul? Vous aviez loué comme. On était 6 ou 7 U-Haul qu'on venait parce que les autres, tous ceux qui n'avaient pas, mettons, testé positif, ils ont venu dans le boss. Mais sinon, tous ceux qui étaient positifs, ben, tu prends un U-Haul, tu retournes à la maison. C'est comme un les ingénieux. 6 U-Haul, back-à-back aux douanes. Là. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Finalement, ça a bien passé. Ouais. C'est comme un petit camion cube, ça? Fait que vous n'aviez pas besoin de carte comme de classe 1 ou quelque chose de même? Non, c'est ça. C'était un petit cube de déménagement qui est pas. Mais comment ça se fait que tu peux passer avec le U-Haul puis pas avec le boss si tu avais le COVID? Ben, parce que les autres, il n'y avait pas de COVID, on ne voulait pas le transmettre aux autres. Ah, OK, fait que c'était juste pour pas le transmettre. C'était pour ça qu'il y avait privé de U-Haul. Ah, OK. C'est bon, pareil. Belle dépense de U-Haul pour venir à la maison. Ouais, c'est ça. Ça a dû coûter cher un peu à l'équipe, en tout cas. Est-ce que tu as d'autres, peut-être, anecdotes là, sur cette saison-là? Là, tu m'en sors une bonne. Là. Je sais pas tout par cœur de même. Il faudrait que tu me dises un petit sujet que je sais plus élaborer ça. Là, mais je sais que j'avais parlé la semaine passée avec je pense la semaine passée avec Déo, que vous avez parlé de la Floride. Des trucs de même, là, des petits trips qu'on a fait. Ouais, ben c'était lui qui avait dit que le voyage en Floride, ça avait été. C'était le point marquant de la saison, ça. Ouais. Tu l'as vécu 2 fois, toi? Ouais. C'est-tu bon pour les performances de l'équipe ou c'est plus le contraire? Ben, la première année, ça a été bon parce qu'à partir de là, c'est long à changer. Fait que, puis l'année passée, en Floride, il me semble que l'année passée, on n'était pas très bon. Fait que je pense que la boisson a pris le rendu là-bas. Bon, si on arrête de parler peut-être un peu des Lions en fin de saison l'année dernière, tu as quitté l'équipe pour joindre les Pétroliers. Comment que ça s'est fait un petit peu? Et ça s'est fait. C'était quand même. C'était dur parce que la décision était quand même pas facile à prendre. J'ai quand même une famille, j'ai 2 filles. J'étais avec ma blonde, on était dans notre appart, on était bien et tout. Puis, ça fait longtemps que Lucien me parlait de me joindre au Pétrolier puis ça. Puis là, je sais pas si vous avez entendu l'année passée quand je me suis genre fait échanger des Lions. Là. C'est à partir de là que là, je me sentais pas très bien. J'étais allé à l'aréna puis je me fais échanger puis je me fais dire genre le lendemain que finalement le trade n'a pas marché à cause que le trade ne se faisait pas à cause que ça coûtait trop cher ou je sais pas trop quoi. Ouais, fait que, à partir de là, ben, c'était comme ouais, me veux-tu, me veux pas, tu te sens pas bien. Puis là, j'ai juste décidé, à un moment donné, on était poche en plus, on gagnait pas, puis il me faisait pas de temps à jouer non plus. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu la chance de me prouver qu'est-ce que je suis capable de faire avec les Lions, tandis que qu'est-ce que je suis en train de faire avec les Pétroliers. J'ai pas eu la chance que j'ai en ce moment, que les Lions m'auraient dû me donner, mettons, quand on était quand même bon dernier pendant un petit bout. Puis,
C'est juste ça que mon petit regret des Lions, là, un peu, là, mais. Est-ce que tu attribuerais ça peut-être à les contrats, les joueurs qui ont les contrats de la Ligue américaine, qui descendent, ils prennent peut-être un petit peu plus le temps de jeu des joueurs qui ont signé juste avec les Lions? Ben, ça, c'est sûr, ça penche dans la balance, mais à un moment donné, quand tu passes 80 joueurs par année, là, à un moment donné, il y a de la place. Là. Tu peux en faire de la place. Là. Il y a 70 games dans l'année. Là. Tu peux... C'est quoi un peu la vibe de ça que à chaque pratique, il y a des nouveaux visages dans la chambre des joueurs? Ça faisait-tu weird un peu de demander de dire que ça devait quasiment être rendu un running gag, j'imagine, entre le noyau qui est là, de dire c'est qui va se pointer cette semaine? Tu leur dis même pas salut, c'est genre ta place est là, salut. C'est exactement ça. Tu te sens quand même bizarre parce que à tous les jours, t'as quelqu'un de nouveau à job. C'est exactement ça. Là. Tu rentres, aujourd'hui, bon, c'est qui le nouveau? Ben, c'est ça. C'est un peu. On dirait que ça me fait penser à, tu sais, mettons, t'es au travail, puis là, ben, tu sais, le gars, il dit, je m'en vais, je m'en vais à mon break dîner, puis là, il revient plus après. C'est un peu ça le lendemain. Ça ressemble un peu à ça, mettons. Il est où, lui? Il y avait des passages d'une journée, là. Il y en avait, là. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a un petit message, Dave, ici de Francis Desrosiers qui nous dit méchant bon gars à voir dans une chambre, ce Joe. Beau Audi Lululemon. Demandais aussi c'est qui ton joueur remplaçant des pétroliers. Je pense que tu nous disais avant l'entrevue que c'était Zachary Riel. Hein? Mon joueur remplaçant? Préféré. Ouais, Desrosiers demandait ça. Ah! Excuse de t'avoir coupé, Dave. Vas-y. Il n'y a pas de ça. Moi, un peu, ce que je voulais savoir, un peu, c'était... j'ai deux questions. La première, je ne pense pas que tu as eu l'expérience, ta meilleure expérience de hockey à vie quand tu as joué 12 matchs à Cornwall en 2015-2016. Est-ce que tu avais des appréhensions parce que tu te rappelais un peu que ça avait été ordinaire à Cornwall quand tu as décidé de t'en venir avec les pétroliers? Puis aussi, vu que la Ligue, dans le temps, ça a changé quand même un peu depuis. Là. Fait que est-ce que tu avais un peu des appréhensions face à ça quand tu es arrivé l'année passée? Ben, c'est sûr que oui. Là, je me suis quand même informé avant de faire le move. Là, puis qu'est-ce qui m'a aidé, c'est Phil Roblet quand il est venu jouer avec les Lions. Ah, ben oui. Et d'après, fait que, on s'en est parlé. Puis en plus, lui, il a fait le même move en même temps que moi. Fait que c'est sûr que, mettons, qu'il m'a vraiment aidé à changer ma décision, là, mettons. Là. L'année passée aussi, quand tu es arrivé, c'était un peu disons, une passe pas à ville parce que tu étais arrivé puis les pétroliers venaient d'en gagner comme 10 de suite. Puis après ça, la fin de la saison, ça a été un petit peu moins bien dans le début des séries. Mais c'était comment aussi s'intégrer parce que c'était quand même une équipe vraiment remplie de vétérans. Puis d'arriver là comme en milieu de saison puis devoir faire sa place un peu. Comment est-ce que tu as vécu ça? Ben écoute, je vais te dire comme toi, c'est sûr que quand je suis rentré l'année passée, ça a été dur de quand même s'intégrer quand même avec les boys et tout, mais je connaissais quand même la moitié du monde quand même. J'avais fait quand même leur camp d'entraînement avec eux autres avant de partir au Lyon. Fait que je connaissais quand même les boys. Fait que c'est juste, mettons, pour le niveau du temps de jeu, sinon, à part de ça, ça s'est quand même bien fait avec les gars pareils. Puis moi, je voulais savoir aussi que tu nous racontes un peu l'histoire de dans le match numéro 3 contre le Saint-Georges. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais tu nous racontes ton but que tu avais fait, parce que c'était selon moi, c'était un des plus beaux buts la saison passée. Là. Tu dois t'en rappeler quand tu avais. Raconte-nous un peu ce but-là là, de ce que tu t'en rappelles, là, comment ça s'était passé. Je me rappelle juste que Guillaume m'a donné à la POC à la ligne bleue, puis j'ai trouvé la petite faille que je pouvais passer le défenseur, puis j'ai juste coupé au net. Puis écoute, c'était un beau moment, quoi. C'était un beau but. J'étais fier de moi. C'était-tu peut-être un peu un point tournant, disons, justement, là, tes débuts avec l'équipe, là, de pouvoir mettre ton pied à terre, faire ta place. Le match numéro 3, tu avais marqué 2 buts, puis tu avais été un peu
le MVP des pétroliers, cette game-là, en playoff en plus. Penses-tu que ça a été un petit point tournant pour toi dans ton arrivée avec l'équipe? Oui et non, mais tu sais, il me semble que ça a commencé, cette game-là, c'est parce que Piper voulait se battre, puis j'avais dit non. Puis il avait pogné un 10 minutes. Puis c'est là, après ça, que j'avais scoré. C'est pour ça que ça m'a donné un petit coup de pouce, mettons. Là. Fait que, me semble, mais sinon, pour l'intégration, non, c'est vraiment pas rapport avec les buts, peu importe. T'avais-tu justement, après cette séquence-là, il pogne un 10 minutes, tu vas en scorer 2, t'y avais-tu un peu mis en face le restant de la game? Ben, je l'avais regardé cette bande pénalité quand il a scoré, mais sinon, pas plus qu'il faut. Là. Francis Desrosiers qui dit il m'avait vu faire le move dans la pratique avant. Puis, je voulais savoir, cette saison, à Laval, un des plus gros changements, outre les nouveaux joueurs et tout, ça a été le changement derrière le banc. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, la transition entre les deux entraîneurs? C'est sûr que tu as peut-être un petit peu moins connu Pierre Petit parce que tu es arrivé à la fin de la saison l'année dernière, mais comment est-ce que tu vois là, l'arrivée de Daniel Gauthier depuis le début de la saison? C'est quoi tu penses que, mettons, c'est quoi ses forces comme coach selon toi? Parce que ça a l'air quand même, il a quand même l'air de réussir à tirer le maximum de ses joueurs depuis le début de la saison, surtout quand on regarde les performances de l'équipe versus les blessés qu'il y a eu depuis le début de la saison. Bon, c'est sûr qu'il tire le monde vers le haut, ça c'est sûr. Là, tout le monde joue de son maximum. Tout le monde donne son 100% à chaque game. Chaque pratique, même les pratiques, là, tout le monde se donne. Fait que je veux rien enlever à Pierre, mais écoute, je pense que les gars sont plus intenses. Il me semble qu'on est capable de jouer, mettons, plus 60 minutes que, mettons, l'année passée, on en jouait peut-être 40 sur 60, peut-être. Justement, là, de faire un peu, pas dire que vous vous êtes fait caler, là, mais il y avait eu l'entrevue d'après-match de vendredi, mettons que Daniel Gauthier n'avait pas l'air trop content dans l'entrevue, là, de dire que dans la Ligue américaine, on ne peut pas jouer 20-25 minutes et espérer gagner des matchs. Est-ce que ça avait fait un peu... est-ce que le lendemain, à Jonquière, vous êtes sorti très fort, vous avez eu une très bonne game là-bas? Est-ce que, justement, là, c'est un petit peu le message qui a passé, puis c'est l'équipe qui a compris le message puis qui s'est levé? C'est comment ça s'est passé un peu ce week-end-là en 2 temps, mettons? Ben, déjà, ça a parti avec Sorel, nos 2 derniers débuts de game, dont Sorel puis Tedford, c'était pas nos meilleurs, là, puis c'est pour ça qu'il nous a collé de même, là, puis c'est pour ça qu'on a bien répondu à Jonquière. Là. Fait que, on peut pas partir, mettons, une game à 0-3, mettons. Là. Espérer gagner, oui. Ouais. Parfait. Seb, t'avais-tu d'autres questions? Ben, t'avais ouais, ben j'irais peut-être avec les petites photos. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? J'avais parlé un peu à Jonathan là, que j'avais fouillé dans ses archives de Facebook. On va s'amuser un petit peu. Je pense que c'est... Hein? Comment? Ben, pas trop de niaiserie là-dessus. Là. Non, c'est pas si pire que ça. J'essaie de me garder une petite gêne, pas te mettre trop dans l'embarras. Je pense à une activité d'équipe ici. En tout cas, je montre la photo. Quelques gars avec des planches. Donc, c'est-tu une activité que tu as faite avec une de tes équipes en France? Ou, Oui, c'était avec Chambéry, ça, ma 2e année, justement, avant qu'on gagne la coupe, là, justement, on a fait un team bounding, puis t'es allé à Biarritz, on était faire du surf. Okay. C'est pas pire comme petite... Ça, c'était avant, au début de la saison? Avant début de la saison, un team bounding. Ah ben ouais. Je ne sais pas si Nick Pelletier nous écoute encore en ce moment. On pourrait peut-être organiser ça pour les pétroliers, un petit surf. Au Oasis Surf, peut-être. Oasis, au moins. À plage d'Oka avec l'eau à 60 degrés. Si vous gagnez la coupe à minuit. Petite photo ici. Je me demandais un peu, c'était quoi que tu avais dans les mains? C'était une radio, une caméra ou... Je plaçais mes speakers quand c'était DJ. Ah. C'était pas toi le DJ là-dessus. Là. Ben, c'était moi le DJ. Ça, ah ouais? C'était le temps, là. Ça, c'était dans une photo.
de 2010. Là. Fait que t'as déjà eu une carrière de DJ. Ouais. Ça, c'était-tu dans un club ou quoi? Non, ça c'était dans un party, mais sinon j'ai fait une couple de places comme DJ. J'ai mixé une couple de fois à Montréal, dans mon coin à Vaudreuil. Puis, T'avais-tu un stage name? Ah, ça, c'était quoi ton nom de DJ? Comment? JJ. Oh! JJ. Pour Yaromir Yaguer. Non, J'allais dire DJ Jojo, mais ça sonne mieux DJ JJ. Donc, petite photo. Quoi? Comment? Je parlais à Mathieu Gagnon, il m'appelait de même au Lyon. Ah, bon, vrai? Donc, petite photo ici. Ici, ouais. C'est jeune, ça. Oui. Avec mon père. Donc, je voulais te montrer une petite photo de famille ici. Vous êtes 4 gars. Donc, vous êtes avec ta mère. Vous êtes 4 frères. Ouais. Les 2 plus vieux à gauche puis les 2 plus jeunes à droite. Est-ce que ça devait brasser à la maison ou Ouais. Écoute, la maison des parents a été défoncée une couple de fois. Il y en avait en masse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui jouent au hockey aussi? Non. J'en ai 2 qui jouent au tennis, puis l'autre, il est plus dans le sport ben. OK. Bon, puis, 4 frères, vous auriez quasiment un quart d'une équipe là, que les 4. Là. Ouais. J'avais une dernière photo ici. Donc, au deck hockey. Yes. Amateur de deck hockey, ça, c'est un tournoi l'été. Tu fais des tournois? Non, c'est dans notre ligue site à Vaudreuil, Saint-Laz. On a une petite ligue compétitive avec 5-6 équipes, me semble. Puis, Donc, la prochaine question, à quand une carrière l'été dans la LNHB, là, la ligue? Ouf! D'après moi, c'est fini ce temps-là. Les cheveux, ils tiennent plus. Ah, OK. Bon. Parfait. Good. Fait que ça faisait le tour pour les photos. C'était pas super que ça, finalement? Non, c'est ça. C'était smooth. Bon. Puis, moi, j'ai un petit questionnaire. Question là, en rafale. Ah ouais, donc je pense que Nick Pelletier dit direction San Diego. Prochain team building. J'espère que c'est l'équipe qui paye, Nick. Vas-y, Dave. Fait que, un petit questionnaire, là, question rapide. Fait que la première chose qui vient en tête. Ton premier souvenir au hockey, la première fois là, que tu aurais soit patiné là, ou tenu un bâton dans tes mains, là, que tu te rappelles? Et la première fois que j'ai mis un patin, je pense, mon premier souvenir, mettons, c'est la première fois que j'ai mis un patin pour me rendre de la maison chez mes parents dans le parc juste à côté. J'y allais directement avec mes patins. Je m'équipais, mettons, mes patins chez nous, puis j'allais dans la rue, puis je patinais dans le parc. C'était à 2 minutes de... Tu patinais sérieux ou tu marchais avec les protège-lames? Non, mais dans ce temps-là, il y avait de la glace dans la rue. OK, c'est de glace dans la rue. C'est bon, ça. Tu as le numéro 10 avec les pétroliers. Honnêtement, je ne sais pas si tu as eu le numéro 10 partout dans ta carrière, mais c'est quoi la raison pour ce numéro-là? Ma date de fête, simplement. Date de fête. Puis ton idole au hockey? Je dirais Sidney Crosby. Sidney Crosby. Ton athlète préféré en dehors du hockey? Mon athlète préféré, je dirais Raphaël Nadal. Nadal. On voit que les frères qui jouent au tennis, ça influence un petit peu. Est-ce que tu as une routine ou des superstitions avant-match? Honnêtement, pas vraiment, à part que je mets mon patin gauche avant mon patin droit. À Laval, ton coéquipier qui te fait le plus rire? Autre que Francis Desrosiers, mettons. Ça, je m'en ai dit, quand il est là, c'est Déro. Puis sinon, Mason Hour.
Parfait. Le meilleur joueur, selon toi, avec qui tu as joué? Avec qui j'ai joué? Bon, overall, c'est Mace. Max Massenauer. Ensuite de ça, ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine jusqu'à présent? Mon meilleur souvenir, je dirais mon but au match numéro 3 impossible. C'est pas ton premier match à Cornwall? Non. Je pense que j'ai même pas joué un chiffre, moi. T'avais-tu, je sais pas si ça dit de quoi, là, mais l'année que tu as joué, il y avait un gars qui avait joué là-bas, c'était Robbie Thompson. Ben oui, j'ai joué avec une team, là. T'as-tu eu connaissance de ce joueur-là? Ben oui. J'avais l'histoire, parce que je pense que j'avais vu ça sur les réseaux sociaux, mais il était parti puis il avait comme volé son stock ou genre un affaire de même. Ça dit quoi? Ou... Ah, ça, je me souviens pas de ça exactement, mais c'est un phénomène, là. Ah, bon, ben tu sais, il y a le mauvais stéréotype un peu là, des toughs qui savent pas patiner, mais lui, c'était. Je pense qu'il gagne la médaille. Qu'il gagne la médaille là-dedans. En tout cas, il avait joué une game à Sorel, puis en tout cas, c'était. Il avait voulu se battre. Je pense qu'il avait pogné 2 minutes parce qu'avant que les deux. Même avant que les deux gars comme s'en pognent, je pense qu'il était prêt de tenir ses pattes. Il n'a pas ses chiens, c'est ça. En tout cas. En parlant de ça, tu me dis un point marquant, mettons, qui m'a marqué un peu, là. Je dirais Francis Lessard et tout, il m'a marqué quand je suis arrivé, là, j'étais jeune. Quand il a demandé du duct tape au trainer, là, j'ai dit, ah ouais, tu veux faire quoi de ça? Il t'a fait ses tours à chaque fille. Ouais, tu dis, ouais, ok, lui, il est prêt, là. La faisais-tu vraiment 44? Parce que c'était son numéro. Ah ouais? Comptait ses tours. Son numéro. Ouais. Lui, il doit être. Ça doit être un peu intimidant aussi. C'est un monsieur, là. Ouais. Ça arrivait tout petit, moi, puis lui, c'est une porte. Ouais, ça le mieux de l'avoir de ton bord que de jouer contre. C'est bon. Sinon, ton repas préféré? Bon, c'est sûr, un petit steak, on dit jamais non, madame. Ton film préféré ou série télé préférée? Je vais dire Casa de Papel, j'ai bien aimé ça. Parfait. Puis si tu pouvais aller voir un artiste en show, ça serait lequel? Je dirais Martin Garrix. Yes. Donc, c'est bon. Fait que ça fait le tour. Puis, dans le fond, en terminant, là, vous jouez à Laval vendredi contre les 3L de Rivière-du-Loup. C'est les 3L cette année, c'est quand même une des équipes qui surprennent, là. Une des bonnes équipes dans la Ligue. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre là, pour ce match-là là, de votre côté? Ben, c'est sûr que ça va être un match robuste comme à chaque fois qu'on joue contre eux autres. Là, puis, en espérant une belle petite victoire des boys. Ben, de nous autres, là, je dis des boys, mais je m'inclus là-dedans. Puis surtout à la maison, on doit à nos partisans d'une meilleure performance que la dernière game. Fait que ça prend absolument une victoire à la maison. Parfait. Puis justement, un petit mot justement pour inviter les gens à venir vous voir vendredi au House of Pain. Le Walls of Pain, ben déjà, il y a le retour de Derek Parker. Fait que déjà, ça va amener du monde à la maison. Puis déjà, moi, je vous dis de venir nous encourager. Ça nous fait grand plaisir, même si des fois, vous nous insultez. Puis on vous aime pareil. Fait que venez quand même encourager. C'est de l'amour. Eh oui. L'amour est toujours proche de la haine. Ouais. Puis, bonne nouvelle, Nick nous a répondu. Il a écrit il va avec notre boss. Donc, tu vas au moins sauver sur le voyagement. Je ne sais pas si tu vas dormir aussi dans le boss, là, mais. Un petit 5 jours de boss. Amènera ton sleeping au cas où. Donc, sur ces belles paroles, merci Jonathan, Joannette d'être venu sur le balado ce soir. Ça a été quand même divertissant. On a eu du fun, je pense. Ben oui, yes. Un grand plaisir de l'invitation. Ouais, j'espère
T'as Vas-y, apprécié? Dave. Ah, vas-y. Ben, j'espère que t'as apprécié, c'était le fun. Puis bonne chance pour le reste de la saison là, à toi et les pétroliers. Merci. Yes. Exactement. La même chose que je voulais dire. Bonne fin de saison à toi, puis on va te souhaiter là, que tes bonnes performances, ça continue. En ce moment, tu as beaucoup de succès, puis ça va bien. Fait que, une grosse saison pour Jonathan Joannette. Yes, merci les boys. Mais l'important, c'est qu'on gagne la coupe à la fin de l'année. C'est ça qui compte. C'est bon, c'est un gars d'équipe. Yes. Parfait. Salut Jonathan, bonne soirée. Salut, merci vous aussi. Salut, merci. Bye bye. Yes. Donc, Jonathan Joannette, des pétroliers de Laval, ça a été le fun. J'ai aimé ça. Ouais, c'était bon, c'était une bonne entrevue. Puis on a appris un peu plus là, sur son parcours. Je pense que les pétroliers avaient besoin aussi qu'un joueur comme ça s'impose là, cette saison. Quand on regarde là, justement l'alignement avec les blessés et tout, là, quand justement des Paquette, Massenauer, Bussière tombent au combat, ben, il faut qu'il y en a qui se lèvent. Puis je pense que Jonathan Joannette a fait ça. Puis en même temps, ben, t'entraînes un peu de se positionner pour que quand ces joueurs-là reviennent, ils ne devraient pas perdre trop de temps de glace, disons, de la façon dont ils jouent. Là. Il va forcer la masse, son entraîneur, d'y en donner en masse. Donc, c'est le fun de voir un joueur comme ça qui se lève. Puis surtout un joueur qui a toujours, par tout ce qui est passé, que ce soit dans le Junior 3, que ce soit avec les Lions, tout ça, a toujours dû faire un peu sa place. Avec les camps, quand il arrivait au camp d'entraînement puis il faisait l'équipe et tout. Donc, en train un peu de faire la même chose dans la Ligue nord-américaine. Ah, c'est une belle histoire, pour vrai. C'est quand même, tu l'as dit, là, à chaque fois, dû faire sa place. C'est de la persévérance, c'est ça que ça montre. Puis j'ai aimé l'entrevue, c'est un petit peu comme un match de la Ligue nord-américaine, qu'on a tous les ingrédients. Si dans nos matchs là, de la Ligue, on a autant du beau jeu, de la robustesse, puis tout ça, ben, du côté de l'entrevue, ben, on a eu un athlète là, qui nous a raconté une bonne histoire. On a eu des bonnes anecdotes, notamment là, avec le U-Wall et les Lions de Trois-Rivières. Donc, c'est le fun. Je pensais pas parler de Robbie Thompson à soir. Je sais pas si tu checkeras ça sur YouTube là, après rien. Je sais pas si il doit y avoir un ou deux vidéos là, parce qu'il y avait eu quand même quelques combats dans la Ligue nord-américaine, là, mais c'était quelque chose. Puis je savais pas que Francis Lessard, mais je savais qu'il archi-tapait ses patins, là, Francis Lessard, mais je savais pas qu'il faisait 44 tours. Mais je trouve ça drôle, c'est son numéro. Mais oui. En tout cas, c'est une bonne histoire, ça. Stéphane Bellé qui dit que c'est quand même rare les gars qui n'ont pas joué dans la JMQ. Il y en a quand même quelques-uns des grosses pointures de la Ligue qui ont, je pense à un Marc-André Tourigny, un joueur. Il y en a qui ont joué quelques matchs là, dans la JMQ, mais ouais, Maxime Lecourt, Joël Caron, joué principalement dans la Ligue Junior 3 également, à Laval. Donc, il y a tout le temps Charles Tremblay à Sorel qui n'a pas joué dans la Ligue junior majeure non plus. Donc, il y en a quand même quelques-uns. Puis, des fois, c'est des joueurs qui se développent peut-être un petit peu plus sur le tard également. Là, pour faire sa place dans la JMQ, il faut qu'à 16-17 ans, tu sois prêt. Parce que si tu te développes à 20 ans, il n'y a pas d'équipe de la JMQ vraiment qui va te faire de la place. Ah, je trouve ça plate un peu quand même, ça. Pour eux. Ouais, chacun son parcours. Yes. Donc, maintenant, est-ce qu'on parle un peu des matchs là, qui ont eu lieu le dernier week-end? Ouais, 4 matchs. On va revenir loin en arrière. Jeudi passé, 2 matchs. Commencé là, à Laval, là, puisqu'on en parlait. C'est ça, les pétroliers qui, on va se le dire, malheureusement, étaient sortis flat. Donc, ouais, Samuel Robbie Thompson, Marc-André Roy, ben, il y avait eu, ça avait été une mêlée générale dans le warm-up à Sorel-Tracy. Je m'en rappelle. C'était Curtis Tidball, il était rendu quasiment dans la chambre dans le couloir de la chambre des joueurs Sorel. Mais en tout cas,
un petit souvenir. Mais ouais, donc pour revenir au match, le commentaire m'a fait perdre ma ligne de pensée un petit peu, mais ça, les pétroliers qui étaient sortis un peu flat, l'assurance en a profité, puis peut-être le fait que c'est plate, mais pas le fait que les pétroliers sont sortis un peu flat, ça a peut-être un peu réveillé la bête qui dormait en dedans de l'assurancia de Thetford Mines, qui ont vraiment explosé. L'attaque ont marqué 7 buts. Mention également au capitaine là, qui s'est littéralement levé, Maxime Lecourt. Là, il va avec une performance de 2 buts, 3 passes dans un match un peu tournant. Dépendamment comment la saison va de l'assurancier à partir de maintenant, c'est peut-être ça un peu qui va s'avérer être le point tournant là, de la saison. Donc, Maxime Lecourt là, qui est allé d'une grosse performance. Également, Francis Beauvillier qui avait un petit peu de misère là, à s'inscrire à la feuille de pointage en début de saison. Il va de 2 buts, une passe. Même chose pour Goulet, avait seulement 2 buts depuis le début de la saison, réussi à marquer dans le match suivant également. Donc, vraiment, là, comme on parlait des joueurs, Dave Labrec aussi qui avait seulement 2 buts, a réussi à marquer également. Donc, les gros canons là, de l'Assurancia qui tardaient à se mettre en marche, mais on les a vus là, marquer là, allègrement en fin de semaine. Fait que ça regarde bien. Puis du côté des pétroliers, ben, je pense que s'il y a une chose qu'on peut dire, par contre, c'est malgré le score puis le début de match vraiment un peu horrible, ont jamais abandonné. Il y a des joueurs qui se sont donnés toute la rencontre. Puis je veux notamment là, lever mon chapeau à Zach Zorn qui a connu une deuxième période un peu folle. Marqué 2 buts, dont un quand même assez beau. Là, et coupé au filet, s'est fait un peu ramassé quasiment, là, une grosse mise en échec en faisant son tir du revers au filet, puis il a marqué là-dessus. Ensuite de ça, également, il y a eu une petite escarmouche avec Bruno Caldoni. Donc, vraiment, là, un joueur qui... c'est un peu un joueur dans le style à Joannette, là, dans le sens qui vraiment joue tout le temps 60 minutes, puis force un peu les coachs là, à le faire jouer le plus possible. Donc, je voulais mentionner sa performance également là, dans la défaite. Là, j'avais... je ne sais pas si je le mets tout de suite ou je le mets dessus ou je le mets pas. Ah, vas-y. Ah, t'avais une pilule? Vas-y. La pilule avec CBUS, pilule rouge ou pilule bleue. Ben, moi, dans le fond, j'avais mis ça ici. Est-ce que c'est les blessés des pétroliers qui a peut-être fait la différence ou c'était le réveil de l'assurancia? Parce que, tu sais, du côté de l'assurancia, on était quand même content de la performance de notre équipe. C'est un peu comme les fans de l'assurancia disaient « Yes, l'équipe s'est enfin réveillée ». Puis du côté, je pense, des fans des pétroliers, on dit « Ah, ben là, peut-être que les blessés, ça commence à paraître. Ouais. Il y a peut-être des joueurs qui sont un petit peu plus fatigués. » Ça se peut que ça soit une pilule mauve aussi. Hein. Un peu des deux. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un... Mais c'est sûr que si on regarde la partie d'après, du vendredi, que l'assurance a encore fait un autre 7-4, ça peut peut-être aussi nous convaincre que finalement, c'était peut-être le réveil de l'assurance parce que les pétroliers se sont pris le lendemain aussi. Hein. Ouais, c'est peut-être plus ça aussi. Mais... exact. Donc, c'est bon. Alors, l'autre match du jeudi à Sorel-Tracy, je pense que c'est un match qui se résume en un duel de gardiens, peu et simple. Là. Sébastien Auger qui a très bien fait dans la défaite, a seulement donné 2 buts, puis c'était des jeux quasi parfaits des pétroliers. Là. Une super passe en arrière du filet de Gabriel Paquin-Boudreau à Canel, puis un autre beau jeu de Canel là, qui a reçu la passe encore une fois de Paquin-Boudreau devant le filet là, qui a complété. Donc, c'était 2 super buts. Puis du côté de Saint-Georges, on a eu des chances de marquer. On a 37 lancés au but. On a seulement marqué une fois. Puis Desrosiers qui vraiment... ben, c'est un peu, tu sais, au début de la saison, quand on parlait de prédiction, tout ça, que si Sorel serait haut dans le classement à la fin de la saison, c'est parce que Desrosiers va avoir réussi à voler quelques matchs au moins. Ben, ça c'était un de ceux-là, je pense, jeudi, là, Desrosiers qui vraiment a prouvé, nous a démontré là, que son pédigré là, de choix de deuxième ronde puis de meilleur gardien dans la Ligue junior majeure au Canada en 2015 et toutes les belles statistiques qu'il y avait dans la Ligue américaine, tout ça, que c'était pas par hasard. Là, je
je pense que de plus en plus que la saison avance aussi, on l'a vu, seulement donné un but également la semaine d'avant contre Laval. Il est en train de prendre de plus en plus de confiance. Puis on l'avait sur le podcast la semaine dernière, puis il nous le disait que il y a de plus en plus de... Il a retrouvé le plaisir de jouer, donc peut-être aussi d'avoir cette pression-là d'enlever. On l'a vu quand le match est terminé contre Saint-Georges, un peu sauter dans les airs puis faire des célébrations comme quand un gardien fait l'arrêt final dans un tir de barrage puis que l'équipe a gagne, là, un peu ce même genre de réaction-là. Donc, si Sorel a un Philippe Desrosiers en pleine possession de ses moyens, qui est motivé et tout, je pense que Sorel est en business jusqu'à la fin de la saison. Donc, je pense que c'est un peu ça l'histoire du match, selon moi, le jeudi. C'était pas mal un duel de gardiens. Puis Philippe Desrosiers a eu le déçu. C'était serré, mais a eu le déçu sur Sébastien Auger. Je pense que le Auger avait la 3e étoile, puis Desrosiers la première étoile. Dans le match, c'était Kennel qui avait la 2e. Exact. Good. Donc, si on regarde les matchs du vendredi. Ouais, ben les pétroliers à Jonquière, donc les pétroliers qui se sont levés, ont bien répondu. Justement, Daniel Gauthier, entre les deux matchs, avait un petit peu calé son équipe. Là. On ne se fera pas de cachette quand on entend l'entrevue. C'est-à-dire que son équipe, c'est inacceptable de jouer juste 20-25 minutes dans un match, tout ça. Je pense que le message a passé. Les pétroliers qui ont joué un super bon match. Je pense que les Marquis, on était un petit peu peut-être sur l'émotion du retour là, de certains joueurs qui avaient été suspendus, puis on a peut-être eu un petit peu, on a peut-être été un petit peu dans l'indiscipline là, dans ce match-là. J'avais aussi une pelule pour celle-là. Ouais, fini ton explication. Là. C'est bon, ben tu sais, ça n'a pas trop fait mal dans le sens que les pétroliers n'ont pas réussi là, à en profiter. Donc, c'est quand même le désavantage numérique qui a bien paru des Marquis là, en étant 9-9, mais en même temps, c'est sûr que c'est pas c'est pas une habitude à prendre, disons, là, ou à garder. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Puis sinon, du côté des pétroliers, je pense que les défenseurs, on parle des attaquants qui se lèvent, mais les défenseurs, là, on a vu la statistique là, qui marque, je pense que c'est 16 buts des défenseurs depuis le début de la saison à Laval. Sauvé en a 6, Léveillé en a 7. Larose qui est probablement peut-être considéré comme le meilleur là, dans tous ceux-là, qui en a pas autant, mais qui pourrait se réveiller dans le prochain mois puis faire 5 matchs de suite avec un but, on ne sait pas. Donc, je pense que vraiment, les défenseurs des pétroliers... Sauvé en a fait 2, je pense. 3 en fin de semaine. Donc, aurait pu aussi, j'ai dit mention honorable à Desrosiers dans les étoiles de la semaine. Je pense qu'un défenseur qui marque 3 buts aussi, ça c'est une bonne mention honorable aussi pour être considéré dans les étoiles de la semaine. Mais ouais, je pense que du côté de Laval, là, tant qu'on va avoir ce top 6-là, surtout le top 4, mettons, au niveau offensif, puis même, je pourrais rajouter quasiment Mathieu Medley là-dedans, même si il n'a pas le même rôle qu'il avait là, à l'époque quand il jouait à Thetford Mines, là, mais vraiment, là, Talbot Tassi, Léveillé, Sauvé, Larose, c'est quand même... c'est un des meilleurs top 4 qu'on a vu, je pense, dans la Ligue ever, là, quand on regarde le potentiel de cette unité défensive-là. Dans le fond, ma petite pelule pour celle-là, c'était... est-ce que c'est un manque d'opportunisme des Marquis ou bien c'est Graham qui a fait la différence? Parce que si on regardait... au chapitre des tirs, c'était quand même 37-27 en faveur des Marquis. Qu'on a quand même lancé au but, mais on n'a pas eu le dessus. Là. Ben, je dirais que peut-être un manque d'opportunisme. Dominic Graham a très bien fait et a été solide. Mais tu sais, quand on peut dire aussi que les pétroliers en ont peut-être eu avec 6 buts en 27 tirs. Là, ouais, donc, oui, il y en a eu, mais tu sais, l'autre chose aussi là-dedans, quand je parlais de pénalité, les pétroliers aussi ont quand même eu, les Marquis ont quand même eu 6 avantages numériques, mais
mettons, on enlève celui à la fin du match là, sur la pénalité à Brashear, là, c'est quand même 8 désavantages numériques pendant le match. Quand le match est encore important, t'es quasiment une période de temps en désavantage numérique dans ton match. C'est dur d'aller chercher un rythme et une constance à 5 contre 5 puis en attaque. Donc, je pense que ça n'a pas aidé. Puis oui, Dominic Graham a connu un très bon match. Là, je me suis dit peut-être qu'aussi la fin de match, là, qu'il y a eu un petit peu de turbulence, si on pourrait dire. Puis il y a eu quand même, je pense, de la frustration là, avec les pénalités qu'on a eues, là, mais de ne pas être capable de non plus marquer avec assez de buts. Là, 37 tirs quand même. Puis, c'est peut-être une des raisons pourquoi que le match a fini comme ça. Ouais, puis tu sais, Dominic Graham n'a pas volé sa deuxième étoile non plus. Il l'a mérité. Puis, ça. Puis sinon, mention, j'en ai parlé en début de match, mais Nico Blatchman, quand même, une belle rentrée en scène. Là, deux combats, dont tout un combat face à Joey Rattel ce vendredi. Puis, un but en plus de la série sur le Sunday. Fait que si... je pense que ça devrait devenir un favori de la foule à Laval assez rapidement comme joueur. Je pense qu'on va être content de l'avoir dans notre équipe. Exactement. Puis, je disais un peu les commentaires là, des fans de Laval là, quand même avec... là, on a rentré justement Blatchman et puis Garrett Clark. Là, aujourd'hui, si vous n'aviez pas vu encore, là, les pétroliers ont signé Garrett Clark, le défenseur robuste. Donc, quand les joueurs là, comme Paquette là, qui sont près d'un retour et je pense qu'on avait quand même 3-4 blessés là, du côté des... Alexandre Caillou qui est très physique, qui devrait revenir à un point pendant la saison. Lui, il n'y a pas de deadline, pas de deadline d'échéancier sur son retour, là, mais qui lui aussi devrait revenir, j'imagine, avant la fin de la saison. Je pense que c'était Narbonne aussi qui a manqué plusieurs parties. Ouais, lui de retour. Ouais, c'est ça. Donc, il va y avoir quand même des choix là, à faire peut-être du côté de qui va jouer. Quand tout le monde va être en forme, là, en tout cas, on va voir. C'est sûr qu'on a un joueur de plus là, maintenant dans la Ligue cette année, au niveau règlement. Puis d'avoir Daniel Gauthier aussi, d'avoir autant la chance de voir un peu entre guillemets, certains remplaçants, vu qu'il y a des blessés, ça va peut-être aussi faciliter la tâche quand va falloir, justement, en série, quand il va falloir faire appel à d'autres joueurs. Puis de ces remplaçants-là aussi, d'avoir plus de hockey dans le corps, on va peut-être être aussi plus prêt à rentrer dans le line-up. François Riopel qui nous dit Massenauer n'était pas là en fin de semaine non plus. Elle avait été blessée dans la première période à Sorel la semaine d'avant. Donc, ouais, donc on va. Je ne sais pas exactement. J'ai vu à Sorel où est-ce qu'il avait l'air d'avoir mal. Là. Je ne veux pas spéculer, mais ouais, c'était blessure au bas du corps, comme qu'on peut dire. Mais lui aussi, on ne sait pas encore quand il va revenir, mais on espère. En même temps, la saison est encore jeune, puis Laval est premier au classement. Ça ne sert absolument à rien pour eux de précipiter les retours. Non, c'est ça. On va s'assurer que les joueurs soient en santé. En tout cas, en ce moment, ça va bien. On se croise les doigts. Malgré les blessés, on est capable d'aller chercher des victoires. Puis on est en première place. Yes. Puis, le dernier match, l'Assurantia à Rivière-du-Loup. Un match intéressant. J'étais sur place à Thetford Mines pour le match. C'était un match le fun. Je veux dire que la première période, Rivière-du-Loup a dominé ce match-là. Peut-être même qu'on se demandait entre la première et la deuxième si c'était pas un mirage, la performance de la veille à Laval du côté de Thetford Mines. Je ne sais pas ce qui s'est dit entre la première et la deuxième dans la chambre des joueurs, mais Thetford Mines est sorti avec le couteau entre les dents en deuxième, perdait 2-0. Étienne Montpetit qui a vraiment, je sais que ça finit 7-4, là, mais avant le premier but de Thetford Mines, Étienne Montpetit qui, une expression, le gaulait sa tête, là, a été vraiment, vraiment très bon. Puis il y a un point tournant que certains joueurs m'ont mentionné après le match, même des membres de l'organisation. Il y a eu un combat entre Gabriel Lemieux et Marc-Olivier Crevier-Morin. Puis, tu sais, des fois, quand une équipe, ça va mal, puis tu cherches de quoi, puis, tu sais, à la maison, Thetford Mines avait besoin d'un étincelle parce que ça faisait quelques matchs qu'on était mauvais à la maison. Je pense que ça aussi, ça
ça a vraiment donné de l'énergie à l'équipe, ce combat-là. Parce que quand c'est un de tes joueurs, quand c'est un des assistants capitaines aussi qui se lève puis tout ça, je pense que ça a donné beaucoup de jeu à l'équipe. Aussi, du côté de Rivière-du-Loup, il ne faut quand même pas oublier de mentionner qu'on est arrivé là-bas à 5 défenseurs. On avait un alignement un petit peu réduit. Puis en deuxième période, Tristan Pomerleau s'est blessé. Donc, il a fallu finir le match à 4 défenseurs. Ça n'a pas dû aider. C'est dur de jouer à 4 défenseurs. Donc, on devient peut-être plus surtaxé là, plus le match avance. Mais l'Assurantia qui vraiment, à partir de la deuxième période, c'est une équipe complètement transformée. Là. Ça ressemblait à l'Assurantia de la puissance de la Ligue. On connaît l'Assurantia Thetford Mines. Donc, non, ça a été un bon match de hockey là-bas. Si on parle aussi de l'entrevue d'après-match de Bobby Barry, là, justement... on a commencé, on a mentionné que la phase des tests là, qu'on parlait dans les entrevues peut-être d'avant, je pense qu'elle est passée. Bobby Barry qui a dit, là, on s'en vient proche de Noël, là, fait que je pense que c'était le temps d'en coller 2 puis de jouer de la bonne façon. Je pense que la POC a rentré, puis c'est juste positif. Là. Je pense que tu as mentionné aussi qu'il y avait quelques joueurs qui n'avaient pas beaucoup de buts depuis le début de la saison, des gros morceaux de l'Assurantia. Puis là, on va espérer qu'on a brisé la glace d'une quelque façon. J'en ai nommé dans le match contre Laval, mais dans le match de vendredi, Kevin Veilleux et Guillaume Gauthier qui ont marqué leur premier de la saison également. Donc ça aussi, c'est des joueurs importants là, qui doivent se réveiller. Exact. Bobby Barry avait mentionné justement Kevin Veilleux qui avait joué vraiment un gros match avec Gauthier également. Donc, Puis sinon, 2 petites anecdotes. Quelque chose qui m'a fait rire que je voulais mentionner au podcast. Maxime Saint-Cyr, il avait été atteint le match d'avant. Je ne sais pas si c'était le match d'avant ou 2 matchs plus tôt, mais il avait été atteint près de, dans le fond ici, à peu près là, sur la joue par une rondelle, puis il y avait des points de suture. Puis ce qui m'a fait rire, c'est s'il y a du monde de Thetford qui écoute, qui sont là. À 5 contre 5, il jouait avec une grille, donc il avait son casque avec la grille. Puis quand les trois de Rivière-du-Loup tombaient en power play, en avantage numérique, il enlevait sa grille, puis il jouait juste avec sa visière. J'imagine parce qu'il y avait moins de chances de se faire frapper par une rondelle ou un bâton. Fait que ça faisait drôle de voir ça là, dans la Ligue américaine, Maxime Saint-Cyr changeait son casque quand c'était un avantage numérique versus un 5 contre 5, mais on l'a vu, je pense que même en 5 contre 5, je pense que ça paraissait que Maxime Saint-Cyr ne semblait pas trop à l'aise de jouer avec un full face, comme on dit, une visière complète à cause de sa blessure. Je pense que c'était pour ça qu'il se disait si au moins je peux l'enlever pendant l'avantage numérique. Que je voulais mentionner, ça m'avait fait sourire un peu pendant le match. Puis, Saint-Cyr qui est toujours premier pointeur de la Ligue là, au moment où on se parle, avec 18 points en 11 parties. C'est ça, donc tu sais, en même temps, c'est dur de chialer contre les tactiques qu'ils emploieraient. Il est premier pointeur de la Ligue. Mais c'est fait dépasser là, au courant de la fin de semaine par Benjamin Lagarde, qui est maintenant à 11 buts. Au niveau des buts, là. Au niveau des buts, ouais. Donc Benjamin Lagarde qui a marqué le seul but de son équipe à Sorel. Alors, il va le prendre. Là. C'était un retour qui a été redirigé par sa jambe un peu. Là. Il a redirigé le 10, mais c'était un petit peu malgré lui. Là, un but. Mettons, c'était pas son plus beau depuis le début de la saison. On a marqué des très beaux depuis le début de la saison, mais je suis pas mal sûr qu'il va le prendre quand même. Mais ouais, donc Lagarde qui continue là, à marquer pour Saint-Georges. Un 11e but déjà. Yes. En 9 matchs seulement. Stéphane Bailey qui dit on n'a pas les périodes à soir. Malheureusement, Stéphane, j'ai oublié de faire celle-là de notre invité parce que c'est une nouvelle image que je rentre pour Elda à chaque fois. Donc, j'avais beaucoup de travail à faire avant l'émission de ce soir. Donc, malheureusement, je me suis dit tant qu'à faire la 1, la 3, puis pas de 2. Hein. Ça va être pour la semaine prochaine. Ouais, puis aussi j'ai eu la chance d'avoir... c'est la première fois que je visitais les loges à Thetford Mines vendredi. Puis vraiment, Thetford Mines, les loges, là,
c'est sur la coche. Là. Ça fait vraiment... tu as l'espace derrière, tu sais, comme un peu au Centre Bell, mettons, tu sais, l'espace derrière où tu as les divans, tu as la nourriture. Les télés aussi, je pense. Ouais, hein, les télés et tout, que tu peux comme relaxer et tout. Puis après ça, tu as l'espace comme le balcon qui donne vue sur la glace. Tu es vraiment quasiment au-dessus de la glace. C'est vraiment bien placé. Je m'en souviens ça à Thetford. Félicitations. T'es installé là, toi, quand que... Ah, ben, je suis juste allé, dans le fond, parce qu'on. J'étais allé là parce qu'on faisait une émission. Ben, on a tourné LNH sans limite sur l'assurance. Qu'on est allé faire une petite entrevue avec Serge Cadorette, le propriétaire, pendant la deuxième période. Fait que c'est pour ça que j'ai eu la chance de voir ça vite. Là. On a passé un petit 10-15 minutes. Donc, ça va sortir dans les prochaines semaines, j'imagine. Il va falloir mettre aux aguets. Le temps que le montage se fasse, là, ça devrait sortir d'ici 2 semaines. Tu vois, moi, quand j'allais à Thetford, j'étais sur la galerie de presse où ce que le gars qui fait la vidéo. Là. C'est à gauche, c'est comme une échelle. En tout cas, j'ai failli me péter. Ouais, c'est spécial. L'aréna, il est plein, il faut que tu redescendes les barrières. Ouais, c'était facile pour monter. C'était plus pour descendre avec les mains pleines. C'était un petit peu plus dur. Good! Pour terminer, un petit quiz rapidement. Donc, mon inspiration de Jonathan Joannette, c'est les Lions de Trois-Rivières. C'est mon inspiration. Donc, je pensais que ça allait être Cornwall. Non, mais ça aurait pu, mais ouais. Il y a encore des joueurs de cette édition-là qui jouent encore dans la ligue, peut-être. En tout cas, peut-être. Bob Desjardins avait été à Cornwall, en tout cas. Oui, Bob Desjardins était le coach. Non, il avait été coach l'année d'avant, je pense, à Cornwall, mais Ryan Sullivan faisait partie de cette équipe-là. Il joue encore dans la Ligue nord-américaine pour Thetford cette saison. Donc, c'est le seul qui me vient en tête. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais la question, c'est plus sur les Lions. Donc, de tous les joueurs qui avaient été prêtés aux Lions en 2021-2022 pendant la saison COVID, que tous les joueurs de la Ligue nord-américaine étaient allés là, c'est lequel joueur qui avait marqué le plus de buts? Donc, je ne parle pas des joueurs qui étaient réguliers des Lions, mais je parle des joueurs qui ont été prêtés de la Ligue nord-américaine. C'était lequel qui avait marqué le plus de buts avec les Lions? Nicolas Larrière, ça compte-tu? Alors, ça compte pas, ça. Il avait quitté la Ligue nord-américaine pour aller jouer là-bas. Stéphane Bailey qui dit Saint-Cyr. Félix Dallaire qui dit Nicolas Larrière. 3 points en 4 matchs, Saint-Cyr, mais c'était un but, une passe. Donc, il y a un joueur qui a fait plus qu'un but. J'entends qu'il dit Bob le coach. Peut-être qu'il avait commencé la saison en 2015-2016 à Cornwall. Bob, je sais qu'il avait fini la précédente, mais ouais, ça se peut très bien qu'il ait commencé l'autre d'avant. Non, pas Marloin. C'est ça. Danick Marloin. Mais c'est un peu une pogne parce que Stéphane Bailey a le bon type de joueur, mettons. Je peux te donner un cue. C'est pas le premier à qui on penserait. Samuel qui dit Loïc Marcotte, c'était celui que j'avais en tête. Non, Loïc Marcotte avait aussi bien fait. Je pense qu'il avait 3 passes en 4 matchs, mais c'était des passes. Puis les joueurs de Cornwall, il y avait Danick Marloin et Kevin Veilleux jouaient pour Cornwall cette année-là aussi, pendant que Jonathan Joannette était là. Dans les joueurs qui sont encore dans la ligue. Ouais, c'est pas mal ça. Stéphane Bailey qui dit Danick Paquette, mais je pense qu'il a juste joué une partie. Ouais, il avait juste joué un match avant qu'il se fasse bannir de la ligue pratiquement par les équipes qui se plaignaient. Il y avait ça, il avait été, je pense, échangé ou quelque chose de même. Puis, ouais. Non, c'est pas Poculok. Il y a beaucoup de joueurs qui avaient marqué un but, mais il y en a seulement un qui en avait marqué 2. C'est un défenseur, je veux dire. C'est un défenseur qu'on a déjà eu au podcast. Ah ouais?
Verpass à Jonquière. Non, pas Verpass. On l'a-tu eu au podcast? Je me souviens même pas. Verpass, non, on l'a pas eu. Bon, on l'avait eu. On avait fait une émission pour les séries. Il était venu comme 5 minutes pour parler Ouais, c'est ça. un joueur qui a joué plus de matchs dans la Ligue américaine dans sa carrière que dans la Ligue de la Côte-Est. Mathieu Coderre-Gagnon. Non. Il n'était pas avec dans la Ligue nord-américaine. Il n'était pas dans la Ligue américaine. Ouais, alors, what, Félix, t'en repères ou bien t'as pas accès à peut-être qu'il est pas prospect pour aller regarder les réponses? Ben là, j'ai dit on l'a eu au podcast. Je vais quasiment dire la réponse. On l'a eu au podcast récemment. Ah, ok. Alors, what? Une fois, deux fois. Deux fois. Bon, ben, je vais donner la réponse. Celui qui a compté le plus de buts avec les Lions de Trois-Rivières, c'était Dylan Labbé. Ah, ouais. Il avait marqué 2 buts. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui avaient marqué un but ou qui avaient eu comme 2, 3, 4 points, mettons, en faisant des passes ou un but, une passe. Mais c'était le seul qui avait marqué 2 buts, c'était Dylan Labbé. Ok. Fait que c'est récemment, c'était cette saison. C'était cette saison. Ok. Je cherchais un peu trop loin, moi, je pense. Ouais, donc, Dylan Labbé, du coup, l'FM qui jouait à Thetford à l'époque, mais ouais. Il y avait celui qui avait marqué le plus de points, c'était Philippe Bureau-Blais, mais c'était lui qui avait joué le plus de matchs. Donc, avant cette année-là, il était considéré comme un joueur de la Ligue nord-américaine parce qu'il avait été prêté par les Pétroliers puis il était revenu jouer avec les Pétroliers pour finir la saison. Il avait fait 5 points, mais tu sais, sinon, Maxime Saint-Cyr, 3 points, 4 matchs. Loïc Marcotte aussi, je pense qu'il y avait des joueurs qui avaient quand même très bien fait. C'est Fanbay qui dit Mathieu Brodeur, mais il était régulier. Ouais, cette année-là, il était régulier. Donc voilà, alors c'est ça conclut? Oui, ça conclut cette édition du podcast. Donc, à quoi s'attendre là, des matchs qui s'en viennent la semaine prochaine? Peut-être vite, Dave? Oui, donc un autre calendrier de 4 matchs. Donc, on retrouve notre vendredi à 3 matchs. C'est plate un peu quand il y a juste 2 matchs un vendredi, comme la semaine dernière. Mais là, on retrouve notre vendredi à 3 matchs. Donc, ça va être assis à Saint-Georges. On a un petit match retour de la semaine dernière. Saint-Georges va vouloir prendre leur petite revanche. Thetford à Jonquière pour la première fois cette saison. Puis Rivière-du-Loup à Laval. Jonathan Joannette qui nous a mis un petit peu la table pour ce match-là, c'est le retour de Derek Parker. Ça fait toujours des bons matchs intenses là, puis robustes avec Rivière-du-Loup. Puis ces deux équipes qui, Rivière-du-Loup, quand même, pas regarder trop vite, là, mais au classement, là, pourrait quand même se rapprocher là, de la deuxième place et des Pétroliers avec une victoire. Là, tu serais toujours à 5 points, mais avec un match en moins. Donc, tranquillement, pas vite, on remonte au classement du côté de Rivière-du-Loup. Puis sinon, bien, samedi, le 25 novembre, le Cool FM sera à Thetford Mines. Donc, la rivalité, ce sera ce match de samedi. Donc, la grosse rivalité qui reprend, ça sera les retours également là, de Dave Hamel et Hubert Poulain. Donc, ça va peut-être faire quelques petites flamèches. Là. On sait, Bob Barry aussi qui a mentionné qu'il avait hâte de pouvoir avoir cet élément-là dans son alignement, ce qu'apporte Hubert Poulain. Donc, j'imagine que c'est un peu la même chose pour le Cool. Puis, on sait c'est toujours 2 équipes. C'est la plus vieille rivalité de la Ligue. Donc, ça risque d'être bon. Ça risque d'être bon samedi soir à Thetford Mines. Yes. Donc, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été en grand nombre avec nous ce soir. Merci à Jonathan Joannette là, qui était notre invité. Ça a été très généreux là, et on a eu beaucoup de plaisir. Et donc, c'est ça. Je vous dis, faites votre petit tour là, dans les arénas. Les foules, ça va toujours bien. La moyenne continue. Je pense que si on enlève peut-être les matchs du jeudi. Ouais, les jeudis, c'est un petit peu une aberration, là, mais sinon, les vendredis, Thetford qui ont monté leur moyenne au-dessus de 1200 partisans par match. Donc, toutes les équipes ont une moyenne au-dessus de 1200 depuis vendredi. Puis encore un 2300 à Jonquière. Donc,
Ça se maintient au Saguenay. Yes. Donc, en terminant, faites attention à vous. Au retour à la maison, au revoir.